Bienvenue à cette 10e et dernière rencontre de l'EJDB. Alors, la dernière sous cette forme, mais Guy Théier, qui conclura cette intervention tout à l'heure, nous dira quel est l'avenir de cette conférence. Cette 10e rencontre se tourne vers l'avenir et a pour thème l'intelligence collective. Alors, vous le savez sans doute déjà, mais pour les Chinois, le mot crise est constitué de deux idéogrammes, Wei pour danger et Ji pour opportunité. Et c'est là tout le paradoxe d'une crise, une situation de tension qui permet à ceux qui le décident de percevoir et saisir de nouvelles opportunités. Cette crise du Covid-19, elle nous propose des opportunités. Un saut technologique pour votre entreprise, ajouter de la résilience dans votre organisation, booster votre action commerciale et votre relation client. Mais de par son caractère systémique, cette crise nous a également montré à quel point le monde dans lequel nous vivons est étroitement entrelacé. Une personne attrape ce virus en Chine et les avions du monde entier cessent de voler. Le Covid-19 nous montre donc que l'entreprise artisanale lilloise ou alsacienne, qui travaille exclusivement dans un rayon de 20 km autour de son siège, fait partie intégrante d'un système global qui peut l'impacter et sur lequel elle a elle-même une influence. Prendre conscience de ça, c'est prendre conscience de ce qu'est l'intelligence collective, la pensée systémique. Et s'approprier ce mode de pensée peut être un véritable booster pour votre entreprise, vous permettant d'accélérer votre reprise en sortie de crise et de mieux résister à la prochaine. Pour vous présenter ça, je vais laisser la parole à Joël Piquion, intervenant SJDB que beaucoup connaissent sur les cursus entrepreneurs du bâtiment, Visio Management, l'option entrepreneuriat de la construction que nous réalisons en partenariat avec le CESI. Il est consultant, formateur, coach, bref, ce sont des mains expertes. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Guillaume. Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, ce soir, nous allons parler de comment rebondir de la crise du Covid-19 et puis comment on peut booster la reprise avec ce merveilleux outil qu'est l'intelligence collective. De quoi on parle? Juste pour bien planter le décor, on parle de ça, en fait. À chaque fois qu'il y a une crise du Covid-19 par exemple, il y a un choc, il y a une incompréhension, il y a de la résistance, et puis après, il y a une phase de, disons, d'abattement, de décompensation, voire une phase de résignation. Et puis après vient le temps du réajustement et de l'intégration proactive. C'est de ça dont on va parler. C'est-à-dire comment on fait si vous êtes, mais j'aimais l'hypothèse que non, mais si vous êtes encore dans la phase de doute, mais vous me direz après tout, comment je fais pour aller rapidement à l'intégration proactive. Si je suis dans la phase de bilan, comment je fais? Si je suis dans la phase de doute, comment je fais pour aller à la phase du bilan? Si je suis dans la phase du bilan, comment, avant de faire des plans d'action, je suis en mesure, avec mes équipes, avec mes partenaires, de produire ce qu'on appelle un projet pour sortir de la résignation et aller à l'intégration proactive. Ce que je sais de vous, puisque Guillaume a eu l'amabilité de rappeler que j'interviens beaucoup avec l'école sur les sujets de management, sur les sujets de changement, et je m'autorise à dire que je vous connais un peu. Ce que je sais de vous de manière un peu globale, c'est que vous êtes des hommes et des femmes qui passez rapidement, vous avez tous vos personnalités voilà, et vos identités différentes, mais ce que je remarque dans l'invariance, c'est votre capacité à passer rapidement du doute au plan d'action. C'est comme si, en ligne droite, quand il y a une crise comme ça, vous évitez de rester trop longtemps dans le bilan, dans la résignation, et vous mettez une ligne droite entre le doute et le plan d'action. Ça, c'est pour vous, et c'est une très bonne nouvelle, et je vous en remercie, à titre personnel. C'est bien d'avoir dans ce pays des gens qui passent rapidement du doute au plan d'action. Pour autant, nombre de personnes autour de vous, des clients, des fournisseurs, des partenaires, et surtout, et c'est de ça dont nous allons parler, des gens de votre équipe passent par une courbe où parfois ils peuvent rester bloqués dans la résistance, dans la décompensation, dans la résignation. Voilà, ils restent bloqués entre la fin du passé et ils ne sont pas encore dans le renouveau. Donc, ce qu'on va travailler ce soir, ce que je vais évoquer avec vous, c'est comment booster, comment rebondir d'une phase à l'autre. Et si la ligne droite entre le doute et le plan d'action n'a pas fonctionné, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire différemment ou autrement? Voilà. On va faire ça en
6 points. D'abord, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire des loups qui ont été réintroduits dans le parc de Yellowstone. Donc, je vais vous raconter une histoire. Ensuite, Guillaume a utilisé dans sa présentation un mot, peut-être que vous connaissez déjà, si on s'est croisé en formation, peut-être pas, peu importe, qui est celui de pensée systémique. Cette pensée vient d'une école qui s'appelle l'école de Palo Alto. Et je vais vous en dire quelques mots. Et puis ensuite, on va rentrer dans une partie dynamique. On va commencer par réfléchir à comment je peux m'entraîner à penser autrement la sortie du Covid-19. On va utiliser une méthode, je vais vous proposer d'utiliser une méthode pour revisiter votre intention et votre posture de dirigeant du BTP qui s'appelle la méthode CAC. Et puis, dans la pensée systémique, sur un environnement complexe, en sortie de crise, il y a quelque chose d'important dans votre relation de patron avec les gens qui travaillent avec vous et pour vous, c'est le renforcement positif. À quoi on voit qu'un patron pratique le renforcement positif et fait preuve d'empathie, à sa capacité à dire merci à son équipe. Donc, on se parlera de ça. Et puis, je terminerai par un 6e point, qui est un outil d'intelligence collective qui s'appelle les 6 chapeaux de Bono. C'est un outil ludique, facile à appréhender pour travailler à la co-construction avec vos équipes de la sortie du Covid-19. J'ai promis de vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire. Ça va être assez court. Je vais vous raconter une histoire, je vais vous poser une question. Donc, je vais vous raconter l'histoire des loups du parc de Yellowstone. En 1995, on a réintroduit sur le parc de Yellowstone aux États-Unis, c'est un parc naturel avec des animaux sauvages, on a réintroduit 14 loups qui avaient disparu depuis 1920. On les a réintroduits sur ce territoire de 9000 km². Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Qu'est-ce qui s'est passé pour les autres espèces? On va se poser la question. Et on va faire un sondage. Je croise les doigts que ça marche, mais on va faire un sondage. Alors, je vais vous proposer 6 propositions et je vais vous demander de voter. On va vous laisser quelque chose comme 45 secondes. Première proposition, les loups se sont entretués et ils ont pratiquement tous disparu. Deuxième proposition, ils ont détruit l'ensemble de la population de cerfs présents dans le parc. Troisième proposition, ils ont changé le cours des rivières. Quatrième proposition, ils ont été éradiqués par les ours et les bisons. Cinquième proposition, ils se sont enfuis dans un autre état. Sixième proposition, ils ont été tués pour leur fourrure par des braconniers. Voilà, je vous laisse voter. Je vois que ça se remplit. Les votes sont ouverts, vous pouvez y aller. Les votes sont ouverts, tout à fait. Alors, ça se joue pour l'instant entre ils ont détruit tous les cerfs et ils ont changé le cours des rivières, 17%, ça change un peu. On se donne encore 40 secondes. Allez. Alors, la remarque qui vient en premier, c'est ils ont détruit les cerfs à 58%. Ils ont changé le cours des rivières à 25%. Et à 17%, ils se sont enfuis dans un autre état. Très bien. Alors, je vais vous montrer, je vais vous donner la bonne réponse. Ouais. Ok, c'est parti. One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others.
before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be tracked most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately, those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Donc voilà comment les loups ont changé les rivières. Pourquoi je vous ai montré ce film-là? Peut-être que vous dites pourquoi il nous a montré ce film-là, pourquoi il nous a posé ces questions-là. Je vous ai montré ce film-là parce que si je devais vous expliquer la pensée systémique, ça prendrait plus de temps que cette unique conférence, tellement elle est riche. Ce que je voulais marquer avec vous, c'est que ça part d'une observation extrêmement concrète et naturelle. On réintroduit les loups dans un système vivant, qui est le parc. Les loups sont un système vivant. La meute de loups est un système vivant. Elle interagit avec les autres espèces. Mais l'ensemble produit une reconfiguration de l'ensemble du parc jusqu'à changer le cours des rivières. C'est-à-dire que l'interaction entre les loups et les cerfs, l'interaction entre les loups et les coyotes, toutes ces interactions font que le système se maintient en se transformant, en se reconfigurant. Et ça, ça a été totalement modélisé par une école de pensée qui s'appelle l'école de Palo Alto. Donc Palo Alto est un village, c'est un village tout simple, aux États-Unis. Pourquoi c'est l'école de Palo Alto? Parce que c'était à cet endroit, dans cette ville, dans ce village, qu'ils se réunissaient. Excusez-moi. Et donc, dans cette équipe de l'école de Palo Alto, vous avez des linguistes, vous avez des psychiatres, vous avez des anthropologues. Par exemple, vous avez Margaret Mead, je l'ai mis en photo, j'ai oublié de mettre son nom, qui, par exemple, a observé que dans la nature ou dans des groupes humains,
c'est toujours un petit nombre d'individus qui font changer les choses, qui reconfigurent le système. Bateson, il a vraiment pensé la systémique, il a vraiment pensé comment on peut sortir d'une pensée analytique. Non pas qu'elle soit fausse, mais comment, si à un moment elle ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Donc, ils ont modélisé la pensée systémique. C'est quoi la pensée systémique? C'est considérer que nous, en tant qu'individus, que votre organisation en tant qu'institution, c'est un système vivant. Par exemple, là, on a cherché à modéliser dans le slide, là, l'île de Bornéo. Ben, l'île de Bornéo, vous avez les habitants de Bornéo, et puis vous avez, qui sont un sous-système en eux-mêmes. Vous avez les moustiques, vous avez les arbres, vous avez les chats, vous avez tout un tas d'acteurs qui interagissent entre eux. La façon dont ils interagissent est circulaire, donc c'est des boucles de rétroaction, il y a des actions et des rétroactions, et ça amène le système, par rapport aux pressions qu'il subit de l'extérieur et aux interactions internes, de se reconfigurer en permanence. Donc, la pensée systémique, c'est le système est vivant. En fait, les entreprises, les familles, les villes, les territoires, c'est vivant, ça bouge tout le temps. Et c'est pourquoi je parle de systémique ce soir, parce qu'on est dans un environnement instable, complexe, et que ça peut nous aider à penser comment on peut améliorer les choses, comment on peut faire autrement. Ça, c'est vraiment le fondement de la pensée systémique. On ne peut pas séparer un individu, un système, du contexte et du territoire sur lequel il évolue. Ça implique d'observer le territoire de manière globale et d'observer la spécificité des interactions entre chaque sous-système. Donc c'est essentiel, une observation globale et la spécificité dans les relations. Si on ramène ça à quelque chose de plus proche de vous, on peut, alors je ne sais pas si le modèle Canvas, ce que je suis en train de vous montrer là s'appelle le modèle Canvas, je ne sais pas si ce business model est directement lié à la pensée systémique, mais quelque part, il y a une inspiration, il y a une convergence entre les deux. Dans votre business, voilà, vous avez où est votre proposition de valeur? Elle est nécessairement en lien avec vos activités clés, avec vos partenaires clés, avec vos canaux de distribution, avec votre segmentation de clientèle, avec votre relation clientèle. Tout ça est lié, tout ça interagit. La pensée analytique, elle aurait tendance à nous faire voir les choses de manière linéaire et séparée. Soit je traite de la proposition de valeur, soit je traite de la relation client, soit je traite des partenaires clés, mais pas en même temps et pas de manière circulaire, de manière linéaire. Tout va bien, hein. La pensée analytique, c'est quelque chose qu'on fait en pilotage automatique. Donc tout va bien, on peut continuer à le faire, c'est pas la question. Mais si ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors pour ancrer mon propos, la pensée systémique et l'école de Palo Alto, pour réfléchir à la valeur d'une pomme, ils ont besoin de se rendre dans le champ de pommiers, d'observer la floraison, d'observer les arbres, d'observer la terre, les racines, etc., etc. Et toujours, ils se concentrent aussi sur un élément, il y a quelque chose que je ne vois pas qui est en train d'avoir un effet systémique sur la pomme. Ça, c'est la base de la pensée. Si on ramène ça à la crise du Covid-19, c'est une crise extrêmement systémique, Guillaume l'a dit tout à l'heure. C'est une crise qui était à l'autre bout du monde, est née à l'autre bout du monde. Il y a eu des interactions, des boucles de rétroaction, peut-être avec des systèmes où il y avait c'eût été plus intéressant qu'elle n'existe pas, qu'elle se soit coupée entre le pergolin, je ne sais plus comment on appelle ça, cet animal à carapace, les chauves-souris, l'humain. Peut-être, ça aurait été intéressant qu'il n'y ait pas ces interactions. Elles ont eu lieu et ça a amené à une crise systémique sur l'ensemble de la planète. Donc la pomme, le champ. Si je veux réfléchir à la valeur d'une pomme et que mes clients sont des clients qui ont une famille, nécessairement, comment je vais pouvoir valoriser la pomme en la réintroduisant sur leur territoire et en interaction avec la famille, leur famille, qui est un sous-système vital pour eux. Si je fais en pensée analytique, depuis Descartes, il s'agit de décomposer les choses jusqu'à les comprendre le plus finement possible. Donc là, par exemple, quand on découpe une pomme et qu'on l'observe au microscope, ça donne l'espèce je sais pas, on pourrait dire que c'est un virus finalement aussi, hein, l'espèce de bactérie qu'on voit là à l'écran.
Et quelque part, en allant au bout de la pensée analytique, c'est peut-être ça qui se joue actuellement, on revient à la pensée systémique. Donc, je vous ai mis un tableau, mais je ne veux pas trop m'y attarder. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que dans l'approche analytique, dans le rationalisme, il y a cette idée de décomposer le système, de décomposer les tâches jusqu'à les attribuer à un individu, par exemple en entreprise. Et dans l'approche systémique, c'est de considérer le système dans sa totalité, de considérer que les démarches sont non linéaires, elles sont multifilaires, elles sont circulaires et elles sont multidimensionnelles et les sous-systèmes interagissent entre eux. Ça, c'est une façon peut-être un peu trop magistrale de le dire. Une façon plus simple et qu'on peut s'approprier plus facilement, c'est de se rappeler qu'on a tout ça en nous. On a la possibilité d'utiliser à fond la pensée analytique avec notre cerveau gauche, si on fait une coupe du cerveau. C'est devenu plus complexe que ça avec les neurosciences, mais ce schéma-là classique, qui date aussi de la pensée systémique, un cerveau gauche avec nos capacités de logique, de rationalité, de calcul, d'anticipation, de décomposition, et un cerveau droit où on a toute notre créativité, notre imagination, nos intuitions, et puis nos perceptions sensorielles. Comment on peut équilibrer notre pensée stratégique autour d'une pensée analytique et d'une pensée systémique. Je vais finir sur ce point 2, puis je donnerai la parole à Guillaume s'il y a des questions. Donc, la pensée analytique versus la pensée systémique. Qu'est-ce qui fait que je disais tout à l'heure que on est habitué dans notre pilotage automatique à la pensée analytique? C'est que pendant très longtemps, on a vécu dans un cadre socio-économique, dans un environnement socio-économique stable. Quand on est dans un environnement socio-économique stable, la pensée analytique, elle va nous permettre d'être rapide, efficace, de manière massive sur ce qu'on fait. Elle va nous aider à orienter notre pensée et nos actions vers le résultat. Un résultat, j'ai déjà dit, massif. Elle va nous permettre de décomposer en tâches simples et en étapes. On va attribuer des rôles et des fonctionnalités dans l'entreprise. Et puis très vite, on prend des décisions. Ça marche ou ça marche pas. Donc, elle est assez binaire et ça marchait plutôt bien parce qu'on était dans un cadre de stabilité. Et finalement, à court, moyen, long terme, on trouvait toujours une solution. Ce qui se passe là avec la crise du Covid-19, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, ça le marque vraiment. C'est qu'on est dans un environnement, on dit, nous, les consultants, parce qu'il faut toujours qu'on invente et qu'on modélise quelque chose, on dit un environnement VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, un cadre instable. Dans le cadre de l'instabilité, la pensée systémique va avoir tout son sens. On va plutôt orienter ce qu'on fait sur des objectifs présents, futurs. Il y aura la nécessité de travailler d'autres pratiques. Comme l'environnement est volatile, par exemple, là, le virus, le volatile, il est encore là et on s'est adapté, on prend des masques, on prend la distanciation sociale, mais il est encore là, on ne le voit plus, mais il est encore là, il est volatile. On est dans l'incertitude. Est-ce qu'on va trouver le vaccin Est-ce qu'au moment où on va trouver le vaccin du Covid-19, on sera peut-être au Covid-21? Je ne le souhaite pas, mais on ne sait pas. C'est complexe. C'est-à-dire que les décisions, ce qui est décidé à l'autre bout du monde, a une incidence, comme le disait Guillaume, sur mon entreprise dans la Creuse, en région parisienne ou à Lille. C'est ambigu. Il n'y a pas, on peut difficilement s'en sortir avec le binaire. Donc, on va redécouvrir ou retravailler des pratiques comme le feedback constructif, des pratiques comme la question projective, les prototypes. On va tout faire pour que les divergences, pour assumer nos divergences et pour converger sur des objectifs, pour tester des choses, apprendre et avoir le plus d'options possibles. Dans un environnement instable, et la pensée systémique, elle nous oblige à avoir plusieurs options possibles. Avant, on disait le plan A, le plan B. Là, il faut un plan A, un plan B, un plan C et un plan qu'on n'a pas encore trouvé. Peut-être avant de passer à la troisième item, peut-être Guillaume, il y a des questions? Oui, il y a des questions. Alors, il y en a plusieurs. Je vais les prendre dans les ordres, hein, mais il y en a une qui dit la pensée analytique est-elle une conséquence de l'ère industrielle? Oui. Enfin, ce n'est pas une conséquence, mais elle a pu s'épanouir, je réponds directement, elle a pu s'épanouir dans l'environnement industriel. C'est-à-dire que
si on regarde globalement, 1890-1900, on peut massivement utiliser des matières premières, on peut massivement produire des choses, des voitures, des roues, des chaussures, de manière massive. Et pour faire ça, alors qu'on était plutôt sur une séquence juste avant d'artisanat et d'agriculture, pour faire ça, on concentre sur le même lieu. Alors, ça ne touche pas nécessairement les entreprises, les PME du BTP, mais sinon, dans l'ère industrielle, oui, on concentre au même endroit des ressources humaines, du matériel, et on leur demande, on décompose le travail jusqu'à attribuer à un individu euh, euh, une tâche à réaliser. Voilà, une tâche à réaliser, une tâche simple à réaliser, plus ou moins simple, plus ou moins complexe. Et les experts programment les tâches et les non-experts réalisent les tâches pour répondre. Alors, elle a permis, l'ère industrielle et la stabilité autour de l'ère industrielle jusqu'aux années 80 a permis à la pensée analytique de peut-être nous faire croire que c'est la seule pensée que nous puissions utiliser pour faire face à une crise. D'accord. Bon, alors j'en ai deux autres. Il y en a une autre que je voudrais garder pour la dernière partie. OK. Les émeutes aux États-Unis auraient-elles pu être anticipées par l'intelligence collective et la pensée systémique? Ah, c'est une excellente question. Je ne m'attendais pas du tout à cette question. J'aime bien. Est-ce que tu peux la redire, s'il te plaît? Les émeutes, enfin voilà, l'actualité hein, actuellement aux États-Unis, aurait-elle pu être anticipée par la pensée systémique? Je pense même que certains l'ont anticipé. Alors la réponse est oui. C'est-à-dire que dans la pensée systémique, et elle est bien la question parce que ça m'oblige à redire quelque chose que je n'ai pas dit assez fortement tout à l'heure, une des obsessions de Bateson, Watlawicz, etc., Margaret Mead, c'est de trouver un équilibre entre les différents sous-systèmes. Quand le déséquilibre est trop fort, et je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans la réponse, mais quand le déséquilibre est trop fort entre les sous-systèmes, quand les interactions sont... Il y a des actions et des rétroactions, mais il y a trop de pertes d'un côté et trop de gains de l'autre, ou quelque chose comme ça, le système est déséquilibré. J'affine ma réponse. Ce qui se passe là, ce qui s'est passé là, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, va peut-être permettre de rééquilibrer le système, de reconfigurer le système. D'accord. Si tu... Bon, moi, on va peut-être en faire une dernière. Okay. Comment peut-on anticiper les bouleversements systémiques? Alors ça, c'est aussi une très très bonne question. J'ai l'impression, c'est une impression, je vais essayer d'affiner ma réponse après, qu'on ne peut pas les anticiper. Nous, on est dans une culture de l'anticipation du côté européen, français, pour dire les choses tranquillement. Du côté occidental, on aime bien anticiper, on est dans une culture de contrôle et d'anticipation. Et c'est difficile d'accepter l'idée qu'on ne peut pas tout prévoir. C'est difficile pour nous, avec la culture analytique et la culture de contrôle, d'accepter qu'on ne peut pas tout prévoir. La culture systémique, c'est la culture de l'observation. C'est à un moment, il se passe quelque chose, et j'agis, je rétroagis par rapport à ce qui se passe. Pour prendre un exemple concret, pour ceux qui ont fait des arts martiaux, qui ont fait des sports qui nécessitent un contact avec un partenaire, une confrontation avec un partenaire, si à un certain niveau, si je pense trop à anticiper le geste de l'autre, c'est sûr que je vais prendre quelque chose qui fait que je vais me retrouver étalé par terre et je vais perdre le match. Si je regarde ce qu'il fait et je passe plutôt par le cerveau droit et plutôt par accepter ce qui se passe et proposer quelque chose pour gagner le match, là, j'ai plus rééquilibré avec la pensée systémique. C'est-à-dire qu'à un moment, alors, à un moment dans les formations management, on parlait de management intuitif. Mais ce n'est pas intuitif au sens ça me vient de nulle part. C'est juste, je prends l'information, j'observe et je rétroagis par rapport à ce qui se passe. Donc, il y a tout ce que je peux anticiper, contrôler. Ça, il faut continuer à le faire. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas prévu. Et souvent, dans un environnement complexe, ce qui vient en premier, c'est ce que je n'ai pas prévu. J'espère que je réponds à la question du participant comme ça. OK. Alors, pensée analytique, pensée systémique. Pensée analytique, pensée systémique.
comment on peut trouver l'équilibre entre tout ça. On va partir de... Donc, on en était là. Voilà, on a fait ça. On va partir de là, on va attaquer le troisième item. Donc, comment penser à s'entraîner autrement à la sortie du Covid-19? Et peut-être dans ce que je vais dire maintenant, il y aura des réponses un peu plus fines aux questions qui ont été posées que tu as posées pour les participants. J'ai envie de dire qu'il y a deux tendances. Et puis après, d'être un peu plus subtil et un peu plus pragmatique. Mais sinon, pour clarifier le propos, c'est comme s'il y a deux possibilités. Soit en tant que dirigeant, vous considérez que le Covid-19, c'est une parenthèse. Vous avez le droit. Et dans ce cas-là, vous avez, en pensée systémique, on identifie deux types de changements. Vous allez considérer que le changement qui a été opéré par la crise du Covid-19 est une adaptation. C'est-à-dire qu'il y a une parenthèse, il y a eu un moment de crise, on est descendu dans la courbe que j'ai montée tout à l'heure, dans la décompensation, on repart, et on repart là où on s'est arrêté au mois de mars. C'est-à-dire qu'on considère que la crise, en tant que crise, peut revenir, mais qu'on va avoir un temps où il y aura suffisamment de stabilité pour faire comme on faisait avant. Mais on est intelligent. Donc, quand je dis que vous allez faire comme avant, c'est-à-dire que vous allez faire un peu plus, un peu moins, et globalement, vous allez continuer à agir dans vos entreprises comme vous faisiez avant. Pourquoi pas? Regardez bien si vous, sur votre système, les interactions entre vous, les fournisseurs, les équipes, les ouvriers, les différents acteurs, les clients, votre banquier, est-ce qu'elles sont faibles et qu'elles restent linéaires? C'est-à-dire qu'on peut rapidement passer du doute au plan d'action et qu'avec des actions expertes et programmées, vous allez pouvoir gérer cette crise avec une logique d'adaptation. C'est-à-dire que vous allez retourner, enfin ma proposition c'est que vous allez au contact des équipes, de vos équipes, et vous allez travailler avec eux, ce que vous pouvez faire plus ou moins de la même façon, dans une logique d'amélioration continue. Mais vous allez garder ce qu'on appelle en coaching le même paradigme, vous allez garder le même filtre dans votre culture entrepreneuriale et dans l'entreprise. Vous allez garder le même filtre, la même façon de filtrer les événements. Vous allez vous adapter. Vous allez décider de vous adapter, d'adapter votre entreprise à la sortie de crise. Et ma proposition, c'est d'impliquer les gens qui travaillent avec vous, les équipes qui travaillent avec vous ou les partenaires qui travaillent avec vous. Si ce n'est pas ça, si quand vous vous êtes posé, ce n'est pas ça que vous voyez, si vous voyez, que dans la façon dont vous déployez votre entreprise, vous déployez votre business, ces phénomènes type crise Covid-19, ils vont revenir. Et il est irréversible qu'ils reviennent à une cadence élevée. Il y a une question de cadence aussi. Il est inévitable qu'ils reviennent. Alors, ce ne sera peut-être pas la crise du Covid-21, ce sera peut-être une crise sociale, ce sera peut-être une crise économique, mais ça va revenir. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le temps de stabilité, il va être très, très faible. Si vous pensez comme ça, si vous voyez en même temps que les interactions entre les uns et les autres sur le système, elles sont fortes, c'est-à-dire que c'est plutôt des confrontations, elles sont circulaires, on passe beaucoup de temps à interagir avec les uns, puis avec les autres, etc. C'est des actions, c'est votre capacité à voir, à globaliser votre vision de votre territoire et à utiliser, comme l'école de Palo Alto, plusieurs disciplines. C'est d'ailleurs ce qu'on propose dans l'école quand on vous propose de travailler à la fois sur la stratégie, sur la gestion, sur la communication. C'est en travaillant de manière spécifique avec plusieurs disciplines que vous allez trouver votre compte. Ça veut dire que ce que vous voyez, c'est que les pressions externes et les interactions internes sur votre système, les pressions externes, la banque, la loi, etc., vous obligent à décider d'une transformation de votre entreprise. Alors, de ce côté-ci de la planète, en France, pour tout dire, le mot transformation, il fait un peu peur. Ce que je veux dire tranquillement, ça va vous obliger à voir les choses différemment, donc à agir différemment, et vous allez vous rendre compte que vous avez un nouveau paradigme. Par exemple, avant, c'était le client d'abord, et puis peut-être que pour sortir de la crise, vous allez penser les salariés d'abord. J'ai croisé ça cette semaine, c'est-à-dire travailler avec des dirigeants, travailler à refaire de l'empathie, à refaire le contrat de confiance avec les équipes pour qu'elles soient en capacité d'aller au contact et de reconstruire les choses avec les clients, de nouveaux clients, d'anciens clients, peu importe.
Donc, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette idée-là, puisque Guillaume, tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, l'idéogramme crise, il peut être pensé comme danger ou opportunité. Ce qui change, c'est celui qui regarde. Je vous raconte une petite anecdote rapide là-dessus. Dans les années 70, un dirigeant d'entreprise qui a fait un succès, son business, c'était les chaussures. Il a eu un succès énorme en France, puis en Europe du Sud, puis au Maghreb, et il décide de s'attaquer à l'Afrique subsaharienne, à l'Afrique noire. Et il envoie un premier commercial pour voir comment il peut s'implanter, mettre des usines et commercialiser, produire et commercialiser des chaussures. Ce premier commercial lui dit, il lui envoie, c'est un fax à l'époque, il lui envoie un fax, et il dit, patron, laissez tomber, c'est trop dangereux de s'installer là, personne ne porte de chaussures, ils marchent tous pieds nus, il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien, laissez tomber, vous allez perdre de l'argent là-dedans, on ne fait pas ça, ne faites pas ça. Bon, il le fait revenir, il envoie, puis il a un doute quand même, hein, il a un petit doute sur ce qui lui a été dit, il renvoie un deuxième commercial, un deuxième membre de son équipe, et au bout de même pas une journée, il lui envoie un fax hyper optimiste en lui disant, mais c'est une opportunité formidable, vous vous rendez compte, personne ne porte de chaussures, à part quelques petites chaussures en plastique, etc. Il faut qu'on monte au moins 2 usines pour inonder ce marché, et on va faire un carton. Vite, 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 envoyer de l'argent pour qu'on lance la construction d'une usine. Vous voyez, ça aussi c'est important. Et bien évidemment, pour ceux qui m'ont déjà croisé, il n'y a aucun jugement dans mon propos. C'est qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ce que vous observez. Si vous pensez qu'il est encore temps d'être dans la pensée analytique, il y a suffisamment de stabilité dans votre système pour procéder plutôt avec des stratégies d'adaptation, bonne pioche. Si vous considérez à partir de votre observation des forces, des faiblesses, des risques, des opportunités, qu'il est temps d'agir différemment, donc de penser différemment, vous allez plutôt aller autour de la pensée systémique sur une approche changement type 2. Bienvenue à tout le monde. Pour synthétiser ça, parce que et ça j'aime bien, vous demandez souvent être pragmatique. Voilà, pour visualiser ça, il y a un système. Le circuit automobile, c'est un système vivant. Quand vous êtes dans la ligne droite, par exemple, pour gagner la course, pour marquer des points et gagner la course, il faut que vous soyez fort, rapide, déterminé à aller le plus vite possible. Donc là, il n'y a pas de place au doute, c'est l'action, on fonce, on est dans la ligne droite, et c'est la voiture la plus puissante qui va prendre des points à ce moment-là sur le système. Si vous êtes sur les chicanes, c'est-à-dire les parties voilà, où il y a des courbes comme ça, ce n'est pas la force et la vitesse qui va vous faire gagner, c'est votre agilité, votre dextérité. D'ailleurs, en systémique, on parle d'agilité systémique. La vôtre ou celle des équipes. La vôtre ou celle de certains membres de, de votre équipe. Essayez de voir aussi dans vos équipes, dans des gens qui travaillent avec vous, ceux qui sont à l'aise sur la ligne droite, la production de masse, ne se posent pas de questions, ils foncent, et ceux qui peuvent être à l'aise ou que vous pouvez accompagner, que vous pouvez accompagner sur une forme de dextérité et d'agilité pour prendre les courbes, pour essayer des choses qu'on n'a pas encore essayé encore dans l'entreprise. Voilà, et puis ensuite, on parlera un peu plus de vous. Je vais couper le partage et je vais répondre peut-être aux questions qu'il y a sur la phase 3. Guillaume Join, si tu as des questions, je veux bien y répondre. Oui, alors, j'en ai à nouveau plusieurs. Ok. Alors, une question, il dit, pour penser systémique, il faudrait que les États coopèrent. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les États, les nations, les États? Les nations, ouais. Oui, tout à fait. Absolument, absolument. Mais j'ai envie de dire, comme je suis un éternel optimiste, que ça ne nous empêche pas de penser systémique. D'ailleurs, je remarque que sur les territoires, localement, les gens ont développé depuis quelques années dans les villages, dans les villes, peu importe, dans les quartiers, cette approche systémique, cette approche collaborative. Alors après, c'est vrai que peut-être certains États ont intérêt à ne pas coopérer de manière systémique. Oui, c'est vrai. Et en même temps, ça ne nous empêche pas de penser de manière systémique au niveau local.
peut-être qu'à force de pensée systémique au niveau local, peut-être à force de pensée systémique dans des instances comme l'école supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment, dans les fédérations professionnelles, sur les territoires, peut-être que par petites touches, ça va reconfigurer le système, quoi. Peut-être. C'est mon espérance, en tout cas, à titre personnel. Je partage une espérance personnelle. Ok. Donc ensuite, j'ai une question. Nous vivons aujourd'hui dans l'ère des experts, donc des spécialistes très très cloisonnés dans leur savoir. Est-ce que ces experts représentent finalement tout le contraire de la pensée systémique? Alors, mon premier niveau de réponse, c'est oui, tel que je l'ai présenté, ils sont hors de la pensée systémique. Mais on peut les utiliser différemment, les experts. C'est-à-dire qu'il y a un biais cognitif qui s'appelle on appelle ça le biais du gourou, le biais de l'expert, qui consiste à se reporter à ce que dit l'expert. Mais l'expert, il dit ce qu'il sait, il dit là où il a une expérience, là où il a une expertise. Mais quand l'environnement, comme on l'a vécu au début de la crise du Covid-19, est à ce point instable, est à ce point complexe, la réponse experte qu'il donne à un moment T, dès 48 heures plus tard, elle est déjà quasiment fausse ou quasiment à moitié vraie. Donc, c'est comment, dans une pensée systémique, on peut utiliser les experts. Il ne s'agit pas de se couper des experts, il s'agit de les réutiliser différemment. Autre point, qu'est-ce qu'on appelle un expert ? Si je prends, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Si je prends un exemple un peu décalé par rapport au BTP, mais on peut revenir sur les exemples du BTP après. Si je prends la grande distribution, qui est expert des produits, qui est expert dans un restaurant de la qualité de la nourriture qu'on lui sert. Il y a l'expert en nutrition, et puis il y a le client, et puis il y a l'utilisateur, et puis il y a celui qui sert le client. C'est-à-dire qu'on peut contrebalancer dans la systémique l'expertise par le mot expert par le mot utilisateur. Par exemple, qui est au plus proche du client final dans une entreprise de BTP? Est-ce que c'est vous, bonne pioche? Est-ce que c'est les ouvriers qui sont tous les jours sur le chantier? Bonne pioche aussi. Et comment on se met autour d'une table pour parler entre experts? C'est-à-dire qui est expert de la relation client, le commercial, le chargé d'affaires, mais aussi celui qui tous les jours rencontre le client ou est au contact du client sur le chantier, par exemple. Donc ça pose la question de leur positionnement sur la pensée dans l'environnement systémique, et ça pose une autre question. S'ils ne sont pas utilisés comme par le biais de l'expert et du gourou, à quoi ils servent? Ils servent à peut-être dire ce qui s'est passé avant, à modéliser les choses, ils servent à trouver des solutions expertes, mais avec, disons, plus d'humilité dans un système, dans une pensée systémique que dans une pensée analytique, dont moins de pouvoir et peut-être quelque chose autour de l'influence. J'espère que j'ai répondu à la question. Ok. Alors j'ai une dernière question qui va très bien ramener vers la dernière partie, c'est comment appliquer la pensée systémique à l'échelle de son entreprise du BTP. Excellente question. Donc ça touche à la question, comment on fait? Et quelque part, ça touche à la notion d'expert. Et quelque part, ça touche à la légitimité, à la crédibilité du patron de BTP, ou du patron d'une manière générale. Je vais repartager l'écran, je vais remettre là-dessus, et tac, voilà. Hop, on était là. Donc, je vais le laisser. Donc, moi, depuis que j'interviens à l'école, ça doit faire une dizaine d'années comme ça que j'interviens à l'école, l'énergie, les questions que vous posez, vos investissements dans vos entreprises, votre engagement, votre courage, votre détermination, votre façon de réfléchir, pour moi, si je dois prendre une métaphore, vous êtes comme des super-héros. Par exemple, là, j'ai mis Superman et je crois que c'est Supergirl et non Wonder Woman, Supergirl, voilà, c'est ça. Et donc, vous êtes des leaders positifs et vous avez cette capacité, vous, globalement dans ceux que j'ai rencontrés en tant que dirigeant de BTP, de ne pas rester trop longtemps dans la phase, même si ça arrive, dans la phase de compensation, et de rebondir rapidement pour passer du doute au plan d'action concrète.
je vous propose une méthode pour repenser à ça, repenser à votre posture, à votre légitimité, à votre crédibilité dans ce temps de sortie de crise du Covid-19. Qu'est-ce que vous avez envie de continuer à faire? Donc, de vous prendre un temps stratégique où vous prenez une feuille blanche et vous travaillez sur qu'est-ce que je veux continuer à faire dans mon business, pour moi-même, pour ma famille, pour mon système. Qu'est-ce que je veux arrêter de faire? Qu'est-ce que je veux commencer à faire? De vous poser tranquillement la question, et d'abord pour vous-même, et ensuite pour la boîte, et ensuite pour la famille, la boîte, etc. etc. Qu'est-ce que vous voulez continuer, arrêter et commencer de faire? Parce que ce que vous savez super bien faire, et moi j'ai aucun doute là-dessus, parce que derrière il y a du pilotage automatique, il y a des compétences inconscientes. Ce que vous avez fait faire, il faut pas beaucoup vous pousser pour que vous fassiez ça, c'est de gérer la crise comme un super-héros. C'est de reconnaître rapidement qu'il y a une crise, rapidement reconnaître qu'on est dans la difficulté, de donner un nom. Alors des fois c'est la merde, de donner un nom, pardon d'être aussi direct, mais c'est ça, de donner un nom à la crise, d'informer en transparence. Alors en transparence ceux qui vous sont proches, d'informer comme un super-héros, d'indiquer les éléments de sortie de crise, donc de visualiser rapidement comment on va sortir de la crise et de passer en action rapide en mode SVP. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de la crise? Ça, c'est vous. Globalement, pardon pour la globalisation, mais c'est comme ça que c'est de ce postulat-là, en tout cas, dont je suis parti. Donc, vous avez des biais. Alors, les biais cognitifs, c'est comment vous prenez une décision stratégique. À un moment, vous avez des doutes, vous avez des questions, et très vite, vous forgez une ou plusieurs nouvelles certitudes. Vous passez par le biais de l'expertise dont on vient de parler. Vous vous réunissez en tant que super-héros. Alors, de plus en plus, vous utilisez ce biais-là, mais il est encore, j'ai envie de dire, d'après ma pratique, c'est du 50-50. C'est une réunion rapide, vous informez, vous passez à l'action. Vous aimez l'action rapide, donc il y a un biais qu'on appelle le biais d'empressement, c'est-à-dire que vous allez vous empresser de passer à l'action. Et puis, ça peut vous couper d'une vision globale et d'être sur une pensée analytique avec une vision partielle. Et puis, vous cherchez très vite des points de confirmation sur ce que vous aviez en tête et les premières actions que vous avez menées. Donc, c'est des biais par lesquels vous prenez. Alors, il y en a une foultitude de biais. Il y en a plus. Les gens qui ont travaillé là-dessus, là, qui sont des héritiers de l'école de Palo Alto, ben, ils ont développé, ils ont modélisé des centaines de biais cognitifs. Et on n'est qu'au début, puisqu'il y a les neurosciences qui nous nourrissent de nouveaux biais en permanence. Qu'est-ce qui se passe avec l'environnement hyper complexe dans lequel, à mon sens, nous sommes, avec les crises Covid-19, crise politique, crise sociétale, ça a été évoqué tout à l'heure, crise économique, etc. C'est-à-dire que les super-héros, ils ont tous, Superman, Supergirl, ils ont un point de faiblesse, c'est la kryptonite. La kryptonite du super-héros qui a développé des compétences et un pilotage automatique autour de la stabilité et de la pensée analytique, c'est l'hypercomplexité. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité d'acteurs. Il y a une multiplicité d'acteurs avec des besoins interrogés, dont des acteurs où, qu'en tant que dirigeant, je ne contrôle pas du tout. Je ne peux pas les contrôler. Il y a ceux que je peux contrôler, ceux sur qui je peux exercer mon autorité, mon commandement, puis il y a tous les autres, je peux pas exercer un quelconque contrôle ou commandement sur eux. Le client, par exemple. Il y a des enjeux élevés et divergents. On l'a vu durant la crise du Covid-19, ce débat, cette contraction entre des enjeux sanitaires et des enjeux économiques. Il faut reprendre. Oui, mais enjeux sanitaires. Il faut reprendre. Conseil scientifique, oui, mais non. Des enjeux élevés et divergents. Et puis, le super-héros, il focalise tout de suite sur le point de souffrance, il focalise sur la contrainte, il trouve la solution et on passe à autre chose. Dans l'hypercomplexité, la focalisation sur les contraintes, ça suffit plus pour produire la solution pertinente et adéquate par rapport aux points de souffrance ou aux différents points de souffrance. On travaille sur des temporalités différentes et contradictoires. Vous êtes soumis à des injonctions paradoxales. Peut-être, selon certaines situations, les gens de votre équipe vont vous demander plus d'écoute, plus d'informations, mais en même temps plus de verticalité, en même temps
plus de décisions et de les sécuriser, donc de les écouter et les sécuriser. Et puis, vous êtes aussi sous les effets d'interdépendance que vous désirez et d'interdépendance que vous ne désirez pas. Mais vous êtes obligé, disons, pour vous adapter ou survivre sur un territoire, de tisser des interdépendances qu'au départ, vous ne désiriez pas. Donc, peut-être avant de revenir sur les postures, est-ce que là, il y a des questions, Guillaume? Non, là, j'ai pas de questions. Alors, comment on fait? Déjà, on reprend conscience des postures de votre pilotage automatique. Qu'est-ce qu'il y a dans votre pilotage automatique? Et ça, c'est variable d'un dirigeant à l'autre. Est-ce que c'est plutôt la posture haute, la posture directive? Est-ce que c'est plutôt la posture médiane, c'est-à-dire on négocie avec les gens avec qui on travaille assez régulièrement? Ou est-ce que c'est plutôt la posture où vous régulièrement vous prenez du recul, vous êtes en posture basse et c'est comme si vous coachiez, vous accompagnez des gens qui ont plus d'autonomie technique, d'expertise technique ou autant que vous? Voilà. Déjà, comme tout à l'heure, l'exercice de la feuille blanche avec la méthode 4, la méthode CAC, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je commence, voilà, de revisiter vos postures, de réinterroger vos postures. Il n'y a aucune posture qui soit négative, il n'y a aucune posture qui ne soit que positive. Donc, mais ça peut être intéressant pour booster la crise. Par exemple, si vous avez beaucoup utilisé pour rassurer les équipes, pour montrer qu'il y avait un capitaine sur le bateau, sur le temps de tempête, le bateau qui est un peu déstabilisé par la tempête, et puis il y a le feu un peu à bord, qui avait un capitaine qui était en posture haute et qui donnait le cap non négociable. La question, c'est comment il fait ça? 80% du temps, il explique, il donne le sens, il donne le cadre et il laisse 10% à l'autre. C'est ni bien ni mauvais, c'est comme ça, c'est la posture haute. Donc ça veut dire que ça implique en termes de communication, ça implique une communication de conviction, une communication descendante. On dit les choses, on explique, on illustre, on prouve, on argumente et donc on prescrit la sortie de crise. On prescrit la sortie de crise. Est-ce que c'est la posture médiane, donc un peu plus dans une forme de coopération, de négociation, 50% du temps pour toi, 50% du temps pour moi, avec le dirigeant, et puis un décrochage où il garde 30%, mais il met 70% à l'autre. Ça peut vouloir dire qu'il a pris conscience qu'il y a de l'instabilité dans son environnement et qu'il a besoin du non négociable ou du négociable de l'autre qui est égal au sien. Ça peut être ça. Et puis dans la posture médiane, on synchronise, on plante le décor, on pose des questions, on écoute, on observe, on reformule, on cadre. Vous voyez bien que cette posture, au cœur de la crise, elle est peu viable. Vous allez créer une grande anxiété chez vos collaborateurs si vous êtes en posture médiane, là où ça mériterait d'être plutôt en posture haute, de décider, de trancher, d'arbitrer. Ou alors est-ce que le temps est venu aussi de rajouter dans sa pratique des temps de posture basse où on laisse du temps à l'autre, beaucoup de temps à l'autre, 90% pour qu'il puisse s'exprimer. On garde peu de temps pour soi. On considère que tout est négociable, tout peut être co-construit. Et on appelle ça méta-communiquer. On va dire ce qu'on voit en tant que dirigeant, on va l'exprimer son ressenti. On va questionner l'autre sur ce qu'il voit, sur ce qu'il imagine. On va le questionner sur son ressenti. On va proposer du soutien, de l'arbitrage, peu importe. Et puis, on va s'interroger collectivement sur comment on fait mieux, comment on améliore les choses. Puis, on va encore écouter, observer activement. Puis, on va cadrer sur un objectif concret, réaliste, à court terme, à moyen terme, à long terme, avec cette idée que ça peut être réajusté en permanence selon ce qui se passe sur le système. Peut-être que là, je peux faire une légère petite pause pour laisser la place aux questions, s'il y en a, sinon je continue. Oui, alors j'en ai deux. Comment être dans l'intelligence collective, donc notamment avec les différentes postures, quand on a tendance à être directif dans son management? Le dire. Les gens travaillent avec vous, ils vous connaissent. Alors, il y a plusieurs postulats dans la pensée systémique. C'est que les gens soient intelligents, en fait. Alors, ça peut être un postulat qui n'est pas partagé à certains endroits. Mais dans la complexité, on considère que tout le monde est intelligent. Pas au sens prix Nobel de sciences physiques, mais au sens tout le monde peut développer une forme d'intelligence. Il y a des intelligences pratico-pratiques, il y a des intelligences logico-mathématiques, des intelligences relationnelles, peu importe.
tout individu qui travaille avec moi sur un système complexe développe sa forme d'intelligence autour de sa carte du monde à lui. Donc, premièrement, ils ont vu que vous étiez directif. Ils ont vu que vous étiez directif. Ils ont vu que vous étiez coopératif. Peu importe. Vous le redites et vous donnez le sens de votre directivité ou de votre capacité à coopérer. Et puis, vous leur dites, vous métacommuniquez là-dessus, vous clarifiez ça, vous donnez le sens de ça et vous annoncez que vous avez proposé de faire autrement. Si vous êtes directif, vous avez passé plutôt sur quelque chose de collaboratif. Si vous êtes collaboratif, vous avez proposé, voilà, vous indiquez le mouvement qui est en train de se passer. Et je vais terminer sur cette partie-là, sur ce propos-là. Donc ça, on a vu. Donc, comment vous allez... Donc, ma proposition, c'est de combiner. Et comment vous allez faire pour passer de l'un à l'autre? Donc, vous combinez posture haute, posture médiane, posture basse. Très bien. La première action concrète, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Je pense bien sûr que vous l'avez déjà fait, peut-être de manière informelle. C'est de dire merci à vos équipes par rapport à ce qui s'est passé. Il y a un vieux proverbe africain qui dit « Je suis parce que nous sommes ». Si vous êtes dirigeant, c'est parce qu'il y a un nous quelque part, il y a un nous global, et les remercier de ça. Donc, je vais revenir sur le merci. Mais pourquoi le merci est important? Parce que c'est une preuve d'empathie. Alors, si vous n'avez pas envie de leur dire merci, vous ne leur dites pas, mais à un moment, réfléchissez avec la feuille blanche. Où est-ce que vous voudriez les remercier de ce qui s'est passé par rapport à la crise du Covid-19? Très bien. Comme ils sont tous différents, donc le merci, c'est la première étape concrète que je vous propose. Deuxième étape concrète, reconscientiser que nous sommes tous différents. On a tous une perception différente de ce qui s'est passé. Et d'utiliser un outil qui s'appelle les 6 chapeaux de Bono. 6 questions. Vous organisez une réunion, vous dites merci, vous dites voilà ce que vous avez apprécié, merci de ce qui s'est passé sur cette crise. Vous vous asseyez, donc vous commencez debout, vous vous asseyez autour de la table, vous prenez une posture, vous incarnez que vous prenez une posture d'écoute et vous leur faites tourner 6 questions. Je vais modéliser ça après, juste après. Quels sont les éléments factuels? Quels sont les faits qui ont retenu leur attention durant la crise du Covid-19? Quelles sont les possibilités qui s'ouvrent pour les uns et pour les autres, pour le nous global, pour co-construire la sortie? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui ferait que ça ne marche pas, la sortie du Covid-19? Qu'est-ce qui ferait que ça marche? Et comment on peut s'organiser par des petits pas concrets et réalistes? Quand vous faites ça, vous connectez aux préférences de pensée qu'il y a dans l'équipe. Statistiquement, dans votre équipe, il y a ceux qui ont le chapeau de la neutralité et des faits, le chapeau de la créativité. Quand il dit chapeau, c'est les préférences de pensée. Il y a ceux qui sont dans l'émotion, ceux qui sont pessimistes. Ceux qui sont optimistes, ceux qui sont organisationnels. Par exemple, pour en avoir beaucoup parlé avec vous durant les formations, il y a le pessimiste, celui qui est jamais content. En systémique, bienvenue. Pourquoi? Parce que le pessimiste, quand vous grattez avec les questions et la reformulation, son besoin, c'est d'être prudent, d'alerter sur les dangers, sur les risques, sur les inconvénients. Faites-le parler. Faites-le parler. Proposez-lui de vous aider à sécuriser les choses. Le créatif, peut-être vous avez des créatifs, il a des idées un peu fantasques, un peu farfelues. Jouez avec ça. L'émotionnel, etc., etc. C'est-à-dire d'utiliser tous les biais positivement, tous les biais et les préférences de pensée qui ont été modélisés par Édouard de Bono, qui est aussi un psychosociologue. Et puis les modéliser sujet par sujet sur les chiffres, sur qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, etc., etc. Et pour finir, parce que j'ai pris un peu de temps, et pour conclure, moi je vous propose, soit vous l'avez déjà fait, soit de le faire, soit de le refaire, d'animer ce qu'on appelle une réunion en intelligence collective sur le thème de « Et demain ». Vous commencez par dire merci. Merci, j'ai pu compter sur vous, j'ai particulièrement apprécié votre engagement dans la situation de. Je vous ai réunis et je suis là parce que je sais que vous êtes important. Vous êtes important pour moi. Enfin, voilà, vous expliquez pourquoi. Vous faites une métaphore. Cette crise du Covid-19, c'est un peu comme si, et racontez-leur quelque chose. Et puis ensuite, vous les mettez à contribution. Je vais vous donner à chacun la parole pour comprendre ce que vous vous dites pour sortir de la crise, comment vous voyez les choses pour l'avenir, comment on pourra améliorer notre relation, peu importe nos produits, notre relation client. Et à partir des réponses, vous leur indiquez que vous allez travailler avec eux sur ce que
vous devez continuer, ce que nous devons continuer, ce que nous devons arrêter, ce que nous devons commencer. Et vous leur donnez la parole et vous écoutez activement. Voilà ce que je voulais vous proposer concrètement. Pardon, j'ai pris un peu de temps, mais s'il y a d'autres questions, je suis tout à fait prêt à y répondre. Je vais arrêter le partage. Alors moi j'ai une question que je vais ramasser un petit peu parce qu'elle est un petit peu longue, mais on voit avec l'arrivée de la génération Z, etc., une envie aussi très différente qui sort un petit peu de la pensée analytique. Et du coup la question serait, avec tout ça, est-ce qu'on arrive à la fin de l'ère de la pensée analytique? Est-ce que de haute force, il va falloir Allez, se mettre à penser système? je me jette à l'eau, parce que c'est une opinion, là. Oui, pour moi, on est à la fin. On est à la fin, mais la fin, c'est compliqué. Dans les changements systémiques, c'est compliqué, parce que c'est là qu'il y a les combats d'arrière-garde. Tout à l'heure, tu as une question d'un participant sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est là qu'il y a les combats d'arrière-garde. C'est là que ceux qui ont beaucoup à perdre vont résister. Ceux qui voudraient gagner plus dans le changement systémique vont mettre la surmultipliée. On est dans le dur, là. Effectivement, on est dans un temps dur. Mais ce n'est pas la fin de la pensée analytique en soi, puisqu'elle est dans notre cerveau et on va continuer à l'utiliser. C'est la fin de sa surexposition dans nos prises de décision stratégiques. C'est-à-dire de cette obsession sur la rationalisation, sur les chiffres, les coûts, la mesure. Tiens, par exemple, là, tout d'un coup, c'est une opinion, hein, ça n'engage que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de souci, de financement tout d'un coup pour les masses. C'est comme si l'argent arrivait de partout. Bon, ça, c'était un point caricatural de ma part. Mais juste pour marquer que ce n'est pas la fin de la pensée analytique parce qu'elle nous appartient, mais c'est la fin de sa surexposition dans toutes les décisions stratégiques qu'on peut prendre dans nos business. C'est-à-dire que le client, il va être au centre, la créativité, le client, l'amélioration. C'est pas tellement d'inventer des choses, c'est peut-être d'améliorer avec les clients ce qu'on fait déjà, quelque chose comme ça. C'était ma réponse. D'accord. Et donc une deuxième pour revenir aux deux hémisphères du cerveau. Voilà, est-ce que l'intelligence collective, c'est pas l'utilisation des deux hémisphères en même temps? Est-ce que c'est l'utilisation des deux hémisphères en même temps? Alors en même temps, c'est compliqué. En même temps, c'est compliqué. Mais je vois bien, enfin, je vois bien ce qu'il y a derrière la question. C'est la question de l'équilibre. Presque, j'ai envie de dire, l'équilibre entre les deux, c'est le bonheur, quoi. D'ailleurs, on a observé en psychologie positive que les gens qui sont heureux, ils sont très à l'aise sur le passage, le passage des deux cerveaux, et ça les éloigne d'une troisième zone qui est dans le cerveau, c'est le cerveau reptilien, où il y a la survie, le combat, la fuite, la sidération. Les gens qui sont équilibrés et heureux, effectivement, ils sont dans l'équilibre entre cerveau droit et cerveau gauche. Ce que je veux dire, c'est qu'en systémique, on aura tendance à utiliser davantage le cerveau droit, mais de toute façon, le cerveau gauche, il est avec nous, donc on l'utilisera, mais on ne va pas le surexposer. Est-ce que j'ai répondu? Tu peux me reposer la question, juste pour être sûr que j'ai bien... Mais ça, c'était est-ce que l'intelligence collective nécessite l'utilisation des deux hémisphères à la fois? Ok. Alors, pour répondre de manière plus globale, je veux dire, dans une dynamique d'équipe, eh ben, quelqu'un qui est pessimiste et centré sur son cerveau gauche, qui décompose tout pour assurer, bienvenue. Quelqu'un qui est dans la créativité, qui a des idées un peu plus décalées, un peu plus farfelues, bienvenue. Quelqu'un qui est centré sur une pensée organisationnelle, factuelle et très cerveau gauche, bah, bienvenue à lui. Ça, c'est la définition de l'intelligence collective dans sa dynamique d'équipe, dans sa dynamique de petite équipe qui contribue comment dirais-je, à améliorer les choses, à co-construire une amélioration. Ça, c'est clairement ça. Très bien. Écoute, moi, j'ai plus de questions. Après, il est encore possible d'en poser par chat pour ceux qui le souhaitent. Tout à fait. Enfin, ceux qui sont OK. Et sinon, on va laisser la parole à Guy Théier pour conclure cette conférence. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. Merci. Oui, j'ai mis le... Merci à toi, Joël, pour cette brillante conférence. Voilà, les amis, nous arrivons au terme de ce cycle de 10 conférences où nous avons balayé les points essentiels pour pérenniser vos entreprises et votre activité. Plan de continuité, relations clients, gestion, les marchés,
manager en temps de crise, Covid, signe noir de l'époque, et ce soir, l'intelligence collective qui nous donne envie de penser différemment. Ces rendez-vous vous ont intéressé, et ça, c'est un vrai bonheur pour nous tous. Les cadres de l'ESJDB et les intervenants sont heureux d'avoir suscité votre engouement dans cette période si particulière. Nous avons aimé être à vos côtés, mais voilà, il faut redoubler d'efforts pour relancer l'activité, pour vous comme pour nous d'ailleurs. Aussi, je vous propose de nous retrouver courant septembre pour un rendez-vous devenu mensuel, un rendez-vous mensuel de l'ESJDB. Nous vous proposerons des conférences plus ouvertes sur des sujets permettant de vous projeter. Les thèmes seront des compléments à nos cursus et ils vous permettront d'avoir un regard différent sur votre métier de dirigeant, votre rôle de citoyen, vos enjeux d'acteurs économiques essentiels. Donc, rendez-vous donc en septembre prochain pour une conférence de rentrée sur le monde d'après-Covid, un cocktail de géopolitique et de stratégie d'entreprise. Merci pour votre fidélité à l'ESJDB et bons travaux de bâtiment.